Kaganski étant là, nous allons pouvoir commencer. Bien, merci d'être là pour cette dernière session du séminaire Psychanalyse et littérature, psychanalyse et art, merci, de cette année. Je suis là pour vous donner un avant-goût du programme de l'année prochaine. Corinne Ducalovic, qui devait sortir au moins tous les soirs sur le présentoir avec Jean-Paul, mais bon, on devait sortir le programme de l'année prochaine qui est presque perfectionné, mais pas tout à fait encore. Il y aura en particulier Denis Ribas. Denis Ribas est président de la Société psychanalytique de Paris. Il interviendra sur Henry James et il sera discuté par celle qui retraduit Henry James pour Gallimard, qui est la fille de Poirot Pêche, Elisabeth, qui viendra le discuter. Donc, une discutante extrêmement sérieuse pour Denis Ribas, qui est un psychanalyste de renom et qui interviendra pour la première fois à Babylone. Ensuite, nous aurons peut-être le plaisir que Jean Clair, qui devait intervenir l'année précédente et qui avait eu un souci de santé, a confirmé qu'il allait faire le maximum pour venir cette année. On ne présente pas Jean Clair, ses travaux, ses expositions, en particulier la fabuleuse, la grande exposition sur la mélancolie au Grand Palais, avec la guillotine à l'entrée. Bon, ceux qui l'ont vu s'en rappellent. Il interviendra évidemment autour de l'archaïque, du mélancolique. Après, nous aurons quelqu'un qui est vraiment exceptionnel, qui est Georges Arthur Goldsmith, qui interviendra. Alors, bon, j'ai du mal à vous dire sur quoi il interviendra. C'est un grand essayiste, un grand traducteur. Il a presque 90 ans, il n'est pas loin de 88 ans. Il sera discuté par Yoann Loisel. On a eu l'occasion déjà de faire un colloque et d'apprécier cette expérience de vie étonnante en termes de traduction, de changement de langue et de réflexion sur un certain nombre d'auteurs qui lui sont chers. Voilà ceux dont je me souviens. Il y en aura d'autres. Il y aura en particulier Yoann Loisel lui-même sur les affres qui sont les siens autour du lac Léman, autour de la naissance de Dracula ou de Frankenstein, cet ordre-là, qui interviendra autour de ces métamorphoses négatives de certaines sorcières. Voilà ce dont je me souviens, et les autres vont être à confirmer. Par ailleurs, ceux qui seront à Genève le 10 et 11 juillet pourront éventuellement, s'ils le souhaitent, assister au premier Babylone Europe, qui réunira, comme son nom l'indique, un certain nombre d'intervenants européens. Naomi Segal pour l'Angleterre, sur André Gide, moi-même sur Georges Perec pour la France. Alejandro Rojas-Origo pour l'Espagne, la Colombie et la Suisse réunis. Amin Benjeloun pour le Maroc est en Europe aussi, si on veut bien. Et puis un Suisse, bien sûr. Bref, c'est le premier Babylone européen. Le deuxième aura lieu dans un an à Bilbao, il est déjà programmé, autour de Cervantes, bien sûr, et d'un certain nombre d'autres auteurs espagnols. Voilà pour un avant-goût de ce qui se mijote, de ce qui se prépare. L'intervenant de ce soir est déjà venu nous régaler une première fois autour d'un peintre qui le fascine, pour tout un tas de raisons personnelles, autour de Courbet. Il a publié un livre exceptionnel, il a fait un colloque exceptionnel. Moi, je vais simplement vous présenter le discutant qui lui-même va présenter l'intervenant selon la méthodologie habituelle. Le discutant, c'est le docteur François-Xavier Huchet, qui dirige le département de biologie de l'Institut mutualiste Montsouris. C'est une de ses passions, la biologie, non seulement la biologie aussi, la PMA, la génération, la création, mais la création littéraire est une autre de ses passions, et en particulier autour de l'Italie, et puis de la peinture, bien sûr, et puis autour du Maroc, et puis autour d'un certain nombre d'affinités qu'il partage avec Yves Sarfati et qu'il connaît suffisamment pour pouvoir probablement le harponner, le questionner sur un certain nombre de lacunes qui ne va pas tarder à apparaître. Voilà, monsieur François-Xavier Huchet, pouvez-vous vous présenter la conférence? Donc, ça m'appartient. Merci d'être. Moi, je suis très content d'être ici.
est habituel pour vous de voir un médecin biologiste vous présenter des choses, des questions à la fois d'art et de psychanalyse. Il semble quand même que je sois très loin de tout cela, en dépit de ce que veut bien dire Maurice. En fin de compte, je dois ce triste privilège au fait d'être l'ami de deux professeurs de psychiatrie, l'un qui exerce ici et qui organise ces colloques, et un autre qui, lui, est un peu particulier, puisque d'abord il est professeur de psychiatrie mais démissionnaire, il n'exerce plus son métier de professeur de psychiatrie comme il exerçait au préalable, et il a de plus, et on y reviendra bien sûr pendant tout le temps de cette soirée, cette caractéristique merveilleuse d'être absolument passionné par l'art et notamment la peinture. Donc le psychiatre, le psychanalyste, s'il n'enseigne plus en tant que professeur universitaire, il continue à enseigner dans le cadre de ce qu'on dit, on appelle ça European Psychiatric Association, au sein de la PEP, et il organise et participe à des séminaires du desk de psychiatrie. Il se présente comme un psychiatre ou un psychanalyste un peu particulier. On a envie de le qualifier de ouvert, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne s'intéresse pas, quand il parle, je comprends ce qu'il dit. Et donc, il s'intéresse non seulement à ce que vous tous connaissez parfaitement bien, mais il s'est matiné cet exercice de la psychanalyse d'un intérêt pour les neurosciences, l'imagerie neurologique, pour en fait la clinique et la psychodynamique. Alors maintenant qu'on a planté le psychiatre que vous connaissez déjà tous probablement, il y a ce qu'il n'aime pas qu'on dise c'est un amateur d'art, parce que le mot amateur, en fin de compte, il est à la fois péjoratif et emphatique en français. Alors il va de soi, étant donné que c'est mon ami et que je suis là ce soir, que je vais charger le mot amateur d'art de tout ce qu'il peut avoir d'emphatique. Et comme le disait Maurice, c'est un spécialiste de Courbet, mais c'est pas un amateur de Courbet, c'est un authentique sachant. C'est un malade. Non, mais ça, après, on fait votre histoire ensemble. Mais c'est un malade qui s'intéresse à des malades, donc il a le droit. Et moi, je l'ai en fin de compte vu pour la première fois. Il était avec ses deux compagnons sur la scène de l'auditorium du musée de la chasse et de la nature. Et là, ils avaient, c'était en 2010, si mes souvenirs sont exacts, représenté quelque chose d'absolument délicieux. C'était piquant, vivant, et c'était à propos de Courbet et la cinégétique. Vous voyez que le sujet, pourtant, c'était pas acquis, mais on était à la fois séduit et amusé, et surtout passionné. Tout ça a été très très documenté et présenté. On y reviendra peut-être à propos du livre, présenté sous la forme d'une forme théâtrale en quelque sorte, c'est-à-dire qu'ils se donnaient la réplique, ils avaient chacun des rôles. Donc je me suis dit, ces mecs-là, ils sont vraiment trop sympas, il faut en faire quelque chose. Et sachant que l'année suivante, à Besançon, ils allaient organiser un colloque, une réunion scientifique à propos de Courbet. Ça s'appelait les transferts de Courbet au Cursal, une belle salle de Besançon. Et je me suis fait inviter dans l'autocar qui nous a tous emmenés ensuite à Ornans, à Bu, et nous avons été baptisés au anneau de la source de la Loue. Enfin bon, bref, j'ai satisfait à tous les mythes initiatiques. Et me voilà ici. Et je ne me lasse pas de toute façon, maintenant c'est devenu une manie. Je vois un Courbet, je le photographie, je lui envoie, ce qui fait que. Là, c'est étonnant parce que Courbet, je ne sais pas vous, mais moi, au début, je ne peux pas dire que c'était le peintre, comme disait Maurice. Moi, je suis amateur de peinture italienne. Enfin bon. Enfin, il y a eu cette merveilleuse exposition à Orsay, c'était en 2007, qui, pour tous ceux qui l'ont vu,
est un souvenir absolument indélébile. Pour moi, ça l'est encore plus, parce qu'imaginez-vous que après la deuxième salle, je me suis trouvé sur un trio, et c'était Badinter, son épouse et un de leurs copains, et aussi longtemps que la politesse l'a toléré, en fin de compte, j'ai vu tout ce qu'il disait à propos de ce qu'il voyait. Enfin, on se dit que c'est merveilleux quand même de pouvoir fréquenter des gens aussi intelligents. Voilà. Il va rester peu de temps pour l'intervenant. Et à propos de Courbet, maintenant j'ai tout dit, ou presque, sinon que les états de ces transferts de Courbet ont été publiés aux presses du Réel en 2013, et qu'en janvier de cette année, il y a eu 2 journées au musée d'Orsay organisées à l'occasion des 20 ans de la publication de la correspondance de Courbet. Il y avait une dizaine de lettres, une vingtaine de lettres qui avaient été retrouvées depuis que le livre a été publié. Là, ce qui nous occupe aujourd'hui, c'est la publication de cet ouvrage, qui est, dont on en parlera beaucoup à la fin en discutant, mais c'est vraiment un livre à lire. Ça s'appelle L'anti-origine du monde, comment Whistler a tué Courbet. C'est aussi aux presses du Réel. Ça a été un peu dystocique, sans doute, parce que ça fait longtemps qu'on en parle, mais là, ça y est, il est disponible. Et si jamais j'ai compris le titre, La mère, la Vierge et la putain, on va traiter plutôt de la première partie de l'ouvrage, la première partie de la vie artistique de Courbet, de Whistler, sachant que, en fin de compte, le psychiatre se révèle surtout sur la fin. Donc, je laisse la parole, puis enfin, à mon ami qui est très intéressant, X Sarkozy. Bon, on ne va pas allonger l'introduction, mais moi aussi, j'ajoute mes remerciements pour cette invitation, d'autant plus ému que c'était en 2012, en effet, que j'étais venu. Et j'étais un peu stressé, j'avais fait un topo très écrit que j'avais lu. Et je voudrais avoir une pensée pour Annick Bismuth, que beaucoup d'entre vous à la STP ont connue, qui est décédée depuis, et qui était une amie très très chère, qui m'avait dit en sortant, c'était vraiment très bien, mais on a frôlé l'indigestion. J'en avais un peu trop dit, trop mis. Alors, je me suis dit, en hommage à Annick, si elle m'écoute là-haut, que je retenais sa leçon, et du coup, j'allais vous dire très peu de choses, et surtout, je n'avais rien préparé, si ce n'est quelques notes, et puis quand même deux réunions avec François-Xavier, de manière à ce qu'on puisse partir dans toutes les directions. Il n'y a même pas d'ordre mes diapos, on pourra aller se balader dans les images, étant entendu que je sais toute la désinvolture qu'il y a à mettre des mots sur la peinture, et que la peinture se suffit à elle-même, et qu'elle nous saisit, et c'est ici que j'ai appris la première fois que c'est elle qui nous regardait, n'est-ce pas? Alors il y a une certaine indécence à mettre tout ce vocabulaire autour de ces images, mais néanmoins, comme c'est l'exercice obligé ici, et puis que au fond on sait qu'on aime ça, je vais me lâcher parce que, à vrai dire, j'aurai peu de public, je le sais aussi, avec lesquels je pourrais aller aussi loin dans ce que j'ai pu découvrir, apprendre et retrouver avec Whistler. Mais François-Xavier, on avait dit qu'on ferait quelque chose de justement vivant. Ok, donc je présente le pourquoi de mon titre et puis je te donne la parole. Ok. Bon, alors j'ai commencé par ce tableau, et j'ai choisi ce titre parce que je voulais faire plaisir à Maurice, et que je sais que dès qu'il y a une maman qui se profile à l'horizon, on n'arrête plus. Et puis c'est vrai que tu m'as vite appris à regarder de près ce qui se jouait dans l'interaction du peintre et de sa toile. Je pense ici je ne vais pas faire abondance de citations, mais à Caravage, cité par Pascal Quignard dans Le sexe et l'effroi. Vous vous souvenez, Caravage dit que chaque peintre doit faire face à Méduse, et que chaque peintre est une percée. En tout cas, chez Whistler, il y a quelque chose qui est éminemment vrai, parce que c'est un peintre qui s'est beaucoup battu avec ses toiles.
beaucoup, et notamment il y en a une que je vous présenterai tout à l'heure, qui m'a vraiment particulièrement bouleversé parce qu'il l'a gardée pendant 29 ans, il l'a travaillée pendant 29 ans. Ça représente une femme, une fille en blanc, qui fait original répond du nom d'Annabelle Lee. Whistler faisait partie de ces femmes qui ne voulaient surtout pas qu'on rajoute de l'histoire à ces tableaux. Il disait qu'ils suffisait à eux-mêmes, d'où ma précaution liminaire. Mais pour celui-ci, qu'il a gardé 29 ans et peint et repeint pendant 29 ans durant, il lui a donné un nom, Annabelle Lee, qui est, vous le savez sans doute, le nom d'un poème d'Edgar Poe, qui est un de ses presque contemporains, et en tout cas surtout compatriote, traduit en français par Mallarmé, qui est lui-même un très grand ami de Whistler, puisque c'est lui qui va lui trouver son logement au 110 rue du Bac, où il y a, à côté de l'hôtel Matignon, où il y a aujourd'hui une plaque, puisque c'est là que Whistler vit sa vie. Et pourquoi il vient s'installer en France après plusieurs allers-retours entre Londres et Paris, et finalement Paris? C'est par un fait qui, là encore, implique sa mère. Je dis là encore parce que vous allez voir qu'elle est un peu partout. C'est que le gouvernement français achète ce tableau qui se trouve aujourd'hui maintenant à Orsay, qui est le portrait de la mer, que vous voyez tous. Maurice m'a fait à ce titre découvrir un petit sketch de Mr Bean extraordinaire où il commence à toucher le tableau et à petit l'effacer. Donc un sketch qui est à la fois très grave, très profond et très désopinant. C'est par l'entremise de Mallarmé que le gouvernement français, Castagnari, qui était un ami de Courbet et qui a connu tout ce petit monde, est alors ministre des Beaux-Arts. Et donc la conjoncture est réunie, Monet est suffisamment impliqué dans l'affaire. On est en 1886 pour que le gouvernement français achète pour une somme symbolique, mais il sera récompensé de la Légion d'honneur, ce qui lui va très bien, achète le portrait de la mer. Et Whistler a ce mot au ministre des Beaux-Arts. Il dit maintenant je vais pouvoir revenir m'installer en France, puisque maintenant que la mère habite Paris, il faut bien que la France adopte aussi un peu le fils. Comme quoi il ne pouvait pas se séparer. Et il ne pouvait pas se séparer. Cette toile, Annabelle Lee, elle est très émouvante quand on la regarde de près, parce qu'il l'a tellement peinte et grattée que on a l'impression que le canevas va claquer. Et donc il y a quelque chose d'une émotion. Il l'a poncée, il l'a repeinte et poncée et repeinte et poncée et repeinte. Ça, c'était une technique whistléenne qu'il a développée, qui faisait passer pour fou d'ailleurs. Il l'a repeinte et tellement poncée que la toile, vraiment, on pourrait dire, ne tient plus qu'à un fil et qu'on a l'impression qu'elle va claquer. Et comme cette jeune fille est vêtue d'un lin translucide, presque mouillé, qui lui colle à la peau et qui vient lui mouler les seins et le pubis, on est vraiment confronté à cette idée que la toile est à la fois vecteur, pulsionnel, écran, et qu'à tout moment, cette jeune fille, vraisemblablement voulue vierge par Whistler, je vais vous dire tout de suite pourquoi, elle est à deux doigts de voir son hymen éclater sous les yeux du spectateur, et je veux dire que c'est une toile extrêmement bouleversante. Alors j'ai commencé toutefois par cette illustration, parce que ça c'est une de ses, pour moi c'est un de ses plus beaux tableaux, qui dit beaucoup de choses. D'abord il dit son amour des matières et son amour des étoffes. Le chintz des rideaux, la porcelaine posée sur la tablette, les matières, on le voit mal là, mais si vous voyez la lampe qui est derrière au mur, elle brille d'un éclat métallique. Donc, vous voyez, porcelaine, tissu, métal, verre. Il y a un amour de la matière qui fait d'ailleurs dire à certains qu'il s'est beaucoup plus intéressé aux robes qu'aux gens. C'est pas faux. Mais surtout, ce tableau, il est marquant parce qu'il est d'une époque où Whistler est ascensionnel dans sa carrière, il est jeune, et où il s'essaye au plus osé cadrage. C'est un tableau là, de 1861,
Donc on est bien en amont du Salon des Refusés 63 qui va faire la révolution. Et vous voyez déjà qu'on a une complexité de mise en scène qui pourrait être Manet, qu'on a un cadrage qui pourrait être Degas. Tout ça, ce sont ses amis par ailleurs, puisqu'il est à cette époque en train de faire ses études en France, puisque c'est la capitale de la peinture. Et que, par ailleurs, j'ai longtemps pris du temps pour essayer de comprendre le rapport qui existait entre ces trois femmes pour me résoudre à cette hypothèse que je vous soumets, que finalement, elles sont sur trois plans distincts, parce qu'elles n'ont psychiquement, dans l'esprit de Whistler, absolument rien qui puisse les conjuguer. Ce sont des entités, la Vierge, la maman et la putain, qui sont absolument trois plans distincts dans sa tête. Alors, la Vierge, vous la reconnaîtrez tout de suite, elle est vêtue de blanc, elle est au centre, c'est sa nièce. Elle est une petite fille à l'époque de 9-10 ans. Elle lit un livre et elle préfigure la longue série de toutes les femmes blanches que Whistler va peindre, à commencer par l'année d'après, la femme blanche qui porte ce titre, la femme blanche, qui est son tableau qui va rivaliser avec le Déjeuner sur l'herbe de Manet au Salon des Refusés de 63 justement, puisque on a du mal à le représenter aujourd'hui, mais il va faire autant scandale que le Déjeuner sur l'herbe, alors que la femme n'est pas nue. Elle n'est pas nue, mais elle est déshabillée. Elle est déshabillée en ce sens qu'elle est décoiffée, et elle est dans un déshabillé qui semble la faire sortir de son lit. Donc une femme blanche, mais qui est préfigurée dans la nièce, et on va creuser ce sillon parce que les filles en blanc chez Whistler, c'est toute une affaire. Appelons-la la Vierge. Dans le reflet, c'est la mère de cette petite fille, c'est donc la sœur de Whistler, c'est la maman. Elle est dans le reflet d'un miroir, et vous voyez toute la complexité de la mise en scène qui fait qu'il y a un oblique des regards qui... moi, je n'arrive pas à comprendre ce qu'elle voit. Et elle est dans un plan, dans cette pièce qui est le salon de musique de l'appartement de la petite fille et de la maman, qui lui donne une place, bon, à la fois latérale, reflétée, peut-être même dédoublée par rapport à le personnage beaucoup plus massif, mais en tout cas, indiscutablement, c'est la maman, en tout cas, telle que Whistler l'a peint dans ce tableau. Et puis, il y a cette femme qui est une... Whistler rebaptise le tableau après, donc c'est toujours intéressant quand la titulature d'une œuvre change, puisque ça traduit quand même quelque chose de la représentation que le peintre pouvait avoir de cette toile. Il l'appelle le tableau à l'Amazone. C'est une Amazone, or il faut savoir que c'est un appartement qui se trouve sur les bords de Hyde Park. Et qu'à Hyde Park, les Amazones, ce sont les femmes qui se promènent, mais non sans une certaine concupiscence. À Paris, on les appelle les grandes horizontales. À Londres, ce sont les Amazones. On les trouve au bois de Boulogne également. Bon, on est sous l'ère victorienne, sous l'ère de Napoléon III à Paris. Elle donc cherche l'aventure, et celle-ci marque par le fait que, vous le voyez sans doute, et même si la reproduction nuance mal les couleurs, et que il y a probablement là un enseignement courbétien à propos des Noirs, vous voyez que le bas de sa robe se confond avec tout un plan du tableau qui fait qu'elle prend vraiment une part tout à fait massive de la toile, et sa main dégantée qui semble s'appuyer sur un tissu dont on trouve la trace dans une lettre pour dire que c'est un tissu qui, pour Whistler, alors faites-moi confiance ou achetez le livre, mais c'est un tissu qui représente le désir. Il dit un tissu d'arabesque à fleurs, et plus tard, il va le mettre sur la poitrine d'une femme qui va représenter sous l'aspect d'une putain. Donc, la putain, elle est à la fois, bon, cette tenue très stricte, mais en même temps très victorienne, mais derrière laquelle il ne faut pas se laisser abuser, il y a quand même une concupiscence d'une femme libérée. Et puis, il y a l'omniprésence de cette toile à fleurs, qui, dans l'esprit de Whistler, n'est ni le noir ni le blanc. Voilà, on va retenir ça, qui est ni le noir ni le blanc. Et ce qui est quand même très intéressant, c'est que, au fond, cette toile à fleurs, elle envahit
toute la toile du peintre, et elle vient dire quelque chose, la phrase d'Arras que j'adore, hein, le désir du peintre besogne la toile, hein, elle vient dire quelque chose probablement qui peut faire le liant entre ces trois personnes, mais qui sont pour moi trois représentations, trois imagos qui ne peuvent pas être la même femme, possiblement. Des femmes blanches, je parlais de la préfiguration, il y en aura beaucoup. Ça, c'est le deuxième Whistler. C'est le Whistler d'après la crise. C'est le deuxième Whistler. C'est le Whistler qui va choper quelque chose d'une élégance, d'une aristocratie et surtout d'une épure et d'un japonisme qu'il n'avait pas en 61, puisque je vous rappelle que le Japon ne s'ouvre à l'Occident qu'à partir du salon qui se passe du grand salon d'exposition universelle qui se passe à Londres en 62. Et c'est le deuxième Whistler, c'est un tableau de 72, mais toujours les matières, toujours la texture et toujours la femme en blanc. C'est une constante. Alors revenons quand même à cette petite fille. Il y a un détail qui est quand même très frappant, c'est la badine de l'Amazone qui vient zébrer de son noir le corps de la petite fille, et j'ai presque envie de dire presque la trucider, la féconder, la violer, la couper en deux. Enfin, il y a cette violence qui est appliquée par cette badine. Cette petite fille, on la retrouve dans un tableau très célèbre qu'on a la chance de voir en France en ce moment, puisque elle est à l'exposition Tintamarre à Giverny, et dans les métros, puisqu'elle en fait l'affiche. C'est l'affiche, c'est le tableau qui s'appelle Au piano, un tableau de 59, qui se passe dans la même pièce. Et qui représente, qui représente les mêmes personnages, moins l'Amazone, c'est la mère et la fille. La mère est en noir, la fille est en blanc. La mère est assise, la fille est debout. La fille a le même costume, hein, les bas blancs et les chaussures noires. Elle a la même coiffe et elle a ce même visage un peu indéterminé. Et ce couple, la fille en blanc et la femme en noir, c'est étonnant d'ailleurs de voir comment les historiens d'art peuvent être aveugles, enfin à certaines représentations de l'inconscient qui est comme ici, chacun le sait, ce qui insiste, mais ça n'a jamais été repéré à cette ampleur-là. Or, des femmes en noir et des filles en blanc chez Whistler, on peut dire qu'il n'y a que ça. Et on pourrait dire qu'il y a la femme en noir qui est la mère et qui est en noir même si elle n'est pas en deuil. Et la fille en blanc, c'est la femme qu'il veut vierge. C'est la femme qui représente vierge. Il y a un très très intéressant roman, pour l'historien et l'historien de l'art, parce que je l'ai fait lire à François Xavier, il s'est un peu endormi, tu as trouvé ça pénible. Ça tombe des mains. Il est allé jusqu'au bout. C'est Georges Dumouriez, ça s'appelle Trilby, et ça raconte l'histoire à Paris de la vie quotidienne de peintres habitant dans un atelier dans le quartier latin. C'est la bohème de la seconde génération. Et donc Dumouriez, c'est le grand-père de Daphné, et c'est ce qu'il a fait de mieux, parce que ce livre était différent. C'est intéressant parce qu'effectivement, il met bien en scène, on imagine que Whistler a fort inspiré au moins l'un des personnages. Bon, là, on le comprend parfaitement bien, il est fin, vif, impulsif. Je veux dire, on découvre le Whistler que ensuite ses contemporains, les biographes, etc., vont retracer du Whistler, donc de la première époque, de celui d'avant la crise. Vous attendez la crise, ça va venir. Et donc il est question de cette fameuse Trilby, et je redonne la parole à Yves pour que... Voilà, et on voit dans ce roman la vie de Bohème, donc la vie d'étudiant au quartier latin, qui était le quartier des, vous savez, des étudiants et des peintres. Courbet habitait là.
Autour de Courbet s'est organisée toute une jeune génération qui a commencé par être même pas laudative, enfin, ultra fan, on dirait aujourd'hui. Toute la génération qui va donner la génération de 63, les Degas, les Manet, les Monet, les Whistler, les Fantin, c'est une génération qui n'a pour unique maître, unique idole. Hein, Whistler dit qu'il l'idolâtre. Hein, en anglais il le dit, mais dans ses mémoires, mais il dit qu'il a idolâtré Courbet et qu'il se sert d'idolâtrer Courbet. C'est le grand moderne Courbet. Parce que vous avez qui? Vous avez Delacroix et Ingres, encore vivants, très vieux ou déjà morts, hein, 67 pour l'un et l'autre, si je ne me trompe pas. Il faut se représenter que Courbet, c'est le grand moderne, c'est celui qui va abandonner toute la peinture idéale, toute la peinture historique, toute la peinture grandiose, toute la peinture d'histoire, et qui va hisser la scène de genre, le trivial, à l'échelle de grands tableaux. Hein. Tout le monde a en tête l'enterrement ornant. Hein. C'était des tableaux qui étaient réservés aux rois et aux empereurs, hein, et aux dieux. Hein. C'était David, le sacre de Napoléon. Maintenant, Courbet, il peint des villageois, mais sur une toile qui fait 7 mètres de long. Et donc, ils sont tous à idolâtrer Courbet. Et alors, il faut présenter pour réussir, il faut présenter son œuvre au salon, hein, à l'époque. Le salon se tient, selon les temps, une fois ou 2 fois par an, dans le salon carré du Louvre. Et c'est l'occasion pour les académiciens des Beaux-Arts de se présenter comme juges du bon goût de l'année et de sélectionner les candidats qui vont être autorisés à présenter. Et plus encore, vous imaginez, en 59, on est quand même peu de temps avant le coup d'État, et on n'a pas encore eu le tournant libéral du Second Empire qui va intervenir vers 60-61. On est encore dans une société qui est extrêmement verrouillée et qui donc contrôle parfaitement tout ce qui peut apparaître aux yeux du public et aux oreilles du public. Et donc le salon est extrêmement verrouillé, et quand ces jeunes peintres en 59 et Whistler qui a peint ce tableau à Londres, puisqu'il est chez sa sœur qui vit à Londres, amène cette toile et la présente, elle est refusée. Elle est refusée comme la toile de Fantin, comme la toile de Manet, comme la toile de Degas, comme la toile de Monet, tout le monde est refusé. Bon. Et donc il y a François Bonvin, qui est un ami du groupe, et puis de Courbet, qui expose des toiles chez lui, rue Saint-Jacques, à côté du Panthéon, et il invite Courbet. Hein, et on est en mars 59, et 60, pardon, en mars 60, puisque ça a été refusé en 59 et l'exposition a lieu en 60. Et alors là, on a 3 témoignages, hein, de gens présents, donc qu'on peut recouper. Et là, Courbet entre, il regarde tout comme ça. Il s'arrête devant une toile, c'est celle-là. Il s'avance, il s'approche, et il dit, et ben voilà, ça y est quoi. Et ce sont ces mots qui sont, et ben voilà, ça y est quoi. Alors c'est cette toile, et ben voilà, alors qu'est-ce qu'il dit quand il dit, et ben voilà, ça y est quoi? Il dit que ça y est, la peinture moderne à sa nouvelle génération, que et ben voilà, ça y est quoi, son rôle de passeur est réalisé, il a accompli sa mission, et il voit dans ce tableau, alors probablement une atmosphère féminine auquel il est sensible. Courbet a 3 sœurs, et il vit dans un monde très féminin, gynécée a-t-on pu dire, hein, il est sensible. Il est sensible probablement à l'atmosphère à la fois silencieuse et musicale. Hein, on se souvient d'une après-dîner à Ornans, hein, ce ne sont que des hommes, mais c'est une scène au violon et tout aussi recueillie. Et, donc, vous voyez, et surtout, il découvre une patte. Parce qu'à ce moment-là, Whistler imite tellement Courbet qu'il en prend la patte. Il en prend la patte, c'est-à-dire qu'il applique la matière à grands traits et il l'écrase éventuellement à la truelle. Hein. Ça n'est pas le glacis ingresque, ça n'est pas plus la peinture à grands jets comme de la croix. Hein. C'est de la pâte qu'il faut trueler et impossible de reproduire avec, même si j'ai un détail à un moment à vous montrer pour vous montrer ce que c'est que la pâte de Whistler à cette époque, c'est la pâte courbetienne. Courbet, c'est le peintre qu'on dit empâté, hein, dans tous les sens du terme.
il est empâté, et c'est d'ailleurs beaucoup ce qu'on lui reproche. Donc cette toile, c'est ce qui fait que Courbet se reconnaît là, un suiveur réussi. Et puis, vous imaginez ce qui se produit dans l'esprit de Whistler, qui se voit adoubé tout d'un coup par le grand maître des modernes. À mon avis, là, il y a déjà un premier épisode psychopathologique, c'est peut-être un grand mot, en tout cas un premier épisode marquant, c'est qu'il déguerpit. Il déguerpit, il quitte Paris. C'est étonnant, parce que c'est à Paris que se passe la scène, c'est à Paris que la carrière se fait, et paf, il part s'installer à Londres, dans la semaine qui suit. Le rapprochement avec Courbet, à mon avis, a mobilisé quelque chose, et pour parler en termes, parce que c'est un public avec qui on peut se permettre ces sauts ici, mais il y a probablement un rapprochement trop chaud avec Courbet, chez quelqu'un qui, la suite le montrera, va montrer quand même pour le moins des signes de paranoïa, je parle de Whistler, et pour qui ce rapprochement viril doit être quelque chose d'assez insupportable. Il part à Londres, et il part graver, faire une gravure parce qu'il est aussi graveur, hein. On dit qu'il manie aussi bien le pinceau que le stylet, et qu'à ce titre, il se défoule beaucoup plus dans un style personnel, puisque Courbet n'étant pas graveur, il n'est pas parasité par ce modèle. Et il peint une somptueuse gravure vraiment de sa nièce, qui est celle-ci, et que j'accole tout de suite à la femme blanche, à la fille blanche, pour vous montrer à quel point il y a une filiation de la nièce à la maîtresse. La nièce, c'est donc cette fille en blanc, la Vierge, hein, que tout d'un coup, l'année d'après, il rencontre entre les deux Jo, cette femme, Johanna Ifernam, une Irlandaise. Il va revêtir de blanc, comme sa nièce, faire poser sur un tapis comme sa nièce, en pied comme sa nièce, devant un rideau comme sa nièce, et avec une ressemblance, si vous regardez bien, l'arc de Cupidon au-dessus de la bouche, qui pourrait laisser penser, selon... vous voyez, c'est ce que l'on connaît sous le terme de trait lunaire, hein, qui vient cristalliser là, quelque chose du désir. On peut se demander si chez Joe, une sorte de ressemblance n'a pas pu intervenir. Pour que tout d'un coup, il dévête de blanc sa nièce et qu'il en revête cette femme. C'est intéressant parce que cette femme, c'est une pute. C'est une pute aux yeux de la société dans laquelle il la rencontre et de la famille de Whistler, qui est une famille américaine, presbytérienne, austère, et elle est modèle pour peintre. Et c'est elle, un des modèles de Kilby. Une Irlandaise, hein, une Irlandaise, modèle pour peintre. Bon, on sait que les modèles pour peintre, on sait ce qu'il en est, hein, dans leur nudité, leur corps offert. J'insiste, dans l'Angleterre victorienne de surcroît, hein, c'est impossible. Manet a pu peindre une femme nue. Whistler, depuis Londres, c'est impensable. C'est impensable. Donc, il l'a peint, vous voyez, déshabillé, mais les critiques, les littérateurs ne sont pas dupes et voient dans cette jeune femme en blanc une mariée, mais probablement au lendemain de sa nuit de noces. Donc, si elle n'est plus vierge, ça date d'hier. Castagnari en parle beaucoup, notamment parce qu'il assimile ce tableau à la cruche cassée de Greuze, hein, dont l'allégorie de la virginité perdue n'est plus à faire, sauf que là, ce n'est pas une cruche cassée, c'est une fleur fanée, voilà. Puis alors Castagnari disserte beaucoup sur tout ce... Il imagine même le mari derrière le rideau. Hein. Voilà. Et ça donne lieu d'ailleurs à une très intéressante critique dans son séminaire du Collège de France de Bourdieu, dans son Manet, Piotr, tu peux avancer, non pas à pas compter, mais t'as tes amis là, qui sont de ce côté, bienvenue. Il y a Bourdieu qui prend ce tableau comme un exemple de ce qu'il ne faut pas faire quand on est critique d'art. Alors c'est très intéressant parce que je me suis autorisé la critique de Bourdieu, la critique du critique, hein, du critique, puisque Bourdieu fait quelques omissions. Il a raison quand il dit que ces tableaux a déchaîné des pages et des pages et des pages et des pages d'extrapolation, de surinterprétation des littérateurs qui ont imaginé toute une vie. Et Whistler dit,
avec trop d'aplomb pour être honnête, puisque c'est une dénégation évidemment, je n'ai voulu faire qu'une variation de blanc. Et tout le reste, c'est inutile, ça n'est pas mon tableau, je ne le reconnais pas comme tel. Et donc, bon, c'est aussi l'ambition moderne, de ne plus partir d'une histoire pour créer un tableau. Le Sacre de Napoléon, tout comme Les Amours de Jupiter, c'est un tableau qui part d'une histoire. Là, on part du rien, il n'y a rien à raconter là-dessus. Bon, mais là où Bourdieu a tort, c'est que Castagnari a bien compris quelque chose, et notamment, j'ai pu retrouver le fait que au Louvre, dans les archives, Whistler, qui se trouve à Glasgow, au Louvre, puisqu'il fait ses armes en copiant, comme tous les peintres de cette époque, au Louvre, Whistler a copié la cruche cassée de Greuze. Et ça, Bourdieu n'a pas pris le soin de le vérifier. C'est-à-dire qu'il part d'une source, parce que Bourdieu est très, très soucieux de la source. On peut extrapoler, mais il faut qu'on ait la source. Là, on a quand même la source du fait que l'année d'avant, au Louvre, Whistler avait copié la cruche cassée de Greuze et le Pierrot de Gilles. Le Gilles de Watteau. Le Gilles de Watteau. Donc on peut dire que c'est un mixte, la position frontale est inspirée du Gilles de Watteau. Bon, j'en ai fini pour la maman, la Vierge et la putain. Quand je vous aurai montré la variation ensuite de ces Johanna Ifferman qui ne cesse d'être vêtue de blanc encore et encore. Bon, à gauche, une esquisse qui vient d'être découverte, elle est passée en vente chez Sotheby's il y a 3 ans. La fille blanche, bien connue, qui se trouve à Washington. Le tableau de New York, qui est intéressant pour une chose, je ne sais pas si vous le voyez d'ici, mais c'est que là encore, on est dans une Vierge idéalisée. C'est-à-dire que dans mon esprit, il prend et j'aurais bien retrouvé un passage, parce qu'il y a dans Trilby quand même un document qui est intéressant, c'est de voir comment dans l'esprit de Whistler, il y a l'obsession de rendre cette femme à la virginité. Voilà. Il y a comme une mission qui consiste à faire de Jo la Vierge. Il la rend, c'est-à-dire qu'il l'extrait de son milieu de prostituée, et il l'idéalise en fille blanche. Et dans le dernier tableau, le deuxième, qui date de 63, donc on est dans un mouchoir de poche au point de vue des productions picturales, il lui donne une alliance sur la cheminée, elle a une alliance, donc épousée là, visiblement, elle l'est, mais je ne suis pas le premier à le noter, des historiens d'art s'en sont chargés avant moi. Il y a quelque chose d'étrange et de très très beau, c'est qu'on a l'impression qu'elle n'a pas le même visage, notamment dans son reflet. Voilà. Et bon, une hypothèse que j'ai émise et argumentée, c'est que l'épaisseur du miroir, c'est l'épaisseur de la nuit, de la défloration, de l'hymen rompu, étant entendu qu'elle pourrait être comme ça, vierge en deçà du miroir et déflorée au-delà. Pour ce qui est du désir qui besogne la toile, je vous fais un gros plan sur le tapis, le lion. Je fais un gros plan qui est un ours ou un loup. Vous voyez que c'est d'une violence extrême. Et je me suis longtemps interrogé dans la toile à Washington sur ce rouge qui vient sur ce tapis. Le tapis est bleu, vous voyez, il n'y a pas de motif rouge. Le rouge vient ourler. Alors, j'en ai parlé à des historiens, j'en ai parlé à Raphaël Abril du Musée de la Chasse et de la Nature, très autorisé en la matière. C'est vrai que dans certains cas, les fourrures étaient gancées, ourlées, d'une ganse en soie, rouge. Bon, ça ne fait pas tout le tour de la fourrure. Et puis, après tout, peu importe, quand on voit le rouge de la gueule et ce sang qui semble jaillir de ce prédateur, on peut imaginer que le mari est peut-être derrière le rideau, mais le désir, il est au tout premier plan. Un autre tableau pour voir les variations autour de la maman et la putain et la Vierge, c'est de vous présenter cette toile où, à un moment, Whistler s'entiche complètement, il devient red dingue d'art japonais, il la collectionne, il se met à gagner de l'argent avec ses toiles, il les collectionne, alors il va chiner, il faut dire que c'est la grande vogue du japonisme,
Fantin, Monet ne sont pas en reste, Manet non plus, encore que Manet ce soit un peu plus l'Espagne, mais Whistler c'est le Japon, et alors il achète des kimonos, et il adore se revêtir lui-même de kimonos. Il va même poser pour Fantin en kimono dans une toile que Fantin a ensuite détruite, qui s'appelle Le Toast à la vérité. Il va poser en kimono au milieu de tous ces hommes en noir. Vous voyez les tableaux de Fantin, hein, c'est pas drôle, hein, tout le monde est en noir. Vous avez un Whistler qui revêt le kimono. Et là, il fait revêtir ce kimono, ce même kimono des 64, hein, à Joe. Moi, je vois ça comme un autoportrait. Je vois ça comme un autoportrait, mais bon, elle peint. Et dans ce dédoublement, dans cette illusion d'un dédoublement féminin, il y a chez Whistler quelque chose qui va se révéler, mais beaucoup plus tard, hein, puisque on va faire de Whistler quelqu'un qui est une femme dans la société anglaise, qui n'en a cure d'ailleurs, hein, mais qui est poudrée, bouclée, champouinée, coiffée, qui met des bigoudis tous les jours, qui n'a jamais d'escarpins, qui met des nœuds en soie, qui a des déshabillés chez lui, un homme précieux comme ça, ce qui ne veut pas dire qu'il soit tendre, hein, il est même extrêmement méchant, il est ami pendant 2-3 ans avec Oscar Wilde, ça ne dure guère, ces deux-là se ressemblent trop pour être amis longtemps, ils ont une langue acérée, d'un poison aussi grand l'un que l'autre. Mais il y a quelque chose qui préfigure ce fantasme d'un dédoublement féminin, mais vous y verrez autre chose, on est ouvert au débat. Pour vous montrer que la geisha, c'est la prostituée, il y a ce tableau très énigmatique, très étrange, parce qu'il y a derrière le réalisme qui est ses origines, hein, vous voyez les terrils de Londres, les cheminées et le fog, la grisaille londonienne, hein, la Tamise qui est sale et pourrie, et au premier plan, cette scène idéale d'un intérieur où les geishas attendent le client. Hein. Je vais un peu vite, on peut y revenir. Oui, c'est un tableau essentiel car c'est la première fois qu'apparaît la signature papillon. Alors, après, ça deviendra vraiment un papillon, mais alors on sait que le papillon whistlerien, puisqu'il va cesser de signer de son nom, hein, à la suite de la crise qu'il va traverser en 1966, et dont je laisserai peut-être, parce qu'il en parle beaucoup mieux que moi, François-Xavier dire un mot, mais c'est la première fois qu'apparaît la signature papillon, qui recouvre là la dernière signature Whistler. Il a peint un cartouche, et dedans, c'est plus qu'un papillon, c'est un insecte, ça fait penser un peu à l'aigle allemand, ça fait penser à un scolopendre, en tout cas c'est pas très ragoûtant, et c'est pour ça que j'ai choisi pour la couverture du livre cet insecte qui et ça c'est aussi un inédit du bouquin, une lettre que j'ai retrouvée qui est la première occurrence jamais apparue de la signature papillon, c'est au bas d'une lettre à Rossetti. Au retour de la crise, Whistler est dans un état psychiatrique qui nous appartient peut-être de vérifier tout à l'heure, mais je ne sais pas si c'est le plus important. En tout cas, c'est la première fois que rageusement, à la fin de la lettre, il dessine un certain nombre de scolopendres, et l'un d'eux va être extrait, va devenir sa signature à la suite de la crise de 66. La prostituée, elle apparaît ici en rouge, je vais passer vite, je vais passer. La voilà Annabelle Lee, la fille en blanc. Vous voyez le canevas apparaître, hein, c'est une toile qui a été travaillée et retravaillée, c'est une des dernières filles en blanc. Voilà, et puis je te laisse la parole. 28 ans pour peindre ça, ouais. Alors, bon, on a parlé de la Vierge et on a parlé de la putain. On a vu comment Whistler purifie la putain pour essayer de lui redonner un statut de vierge. Je ne sais pas ce qu'il fait aux vierges, mais tu n'as pas beaucoup parlé de la maman, alors qu'on est chez Maurice. Et tu as réussi à ne pas montrer le seul tableau de Whistler qui est chez nous. Qui est en France, alors attends. Celui que les Américains appellent la Joconde américaine. On est sûr que le jour où ils nous enlèvent, le premier truc qui nous pique, c'est ça. Tu sais que ça a été un moment où fait rentrer en guerre les États-Unis en 16, 17, plus. Il a été question, pour qu'ils entrent en guerre, de leur donner la maman. Ça a été l'objet d'une tractation. Et le ministère des Beaux-Arts a dit au ministère de la Guerre, mais vous êtes fous, malheureux,
inaliénable, on garde la maman. Alors, je vais montrer la maman, même si je présume que tout le monde l'a en tête. C'est pas simple. Vous laissez tomber. Non, je vais la tomber. Elle est là, la maman. J'ai mis à côté même celui qu'on peut prendre pour le papa. Ouais. Voilà. Carlyle. Voilà. C'est pas le papa, mais enfin, du point de vue de la vie psychique, au moins là, j'aurais pas à me fendre de 3/4 d'heure d'explication pour expliquer que quand même, c'est un imago de papa, juste simplement, les deux tableaux ont le même titre, hein, arrangement en gris et noir, numéro 1 pour la mère, numéro 2 pour Carlyle. Voilà. Et il renomme le numéro 1 lorsqu'il fait le numéro 2. Et il renomme le numéro 1 lorsqu'il fait le numéro 2 pour que ce soit vraiment une paire. Hein. Donc voilà la maman. Voilà la maman, c'est pas une drôle. Hein. C'est pas une drôle, il l'adore. Il fait un épisode mélancolique à la mort de sa mère. Il s'en veut pas avoir été assez gentil. Gentil, c'est un mot proustien, ça. C'est un mot sur lequel Michel Schneider, d'ailleurs, s'attarde beaucoup dans son Maman. Hein, puisqu'il faut être gentil, il ne faut pas être méchant. Voilà, Whistler, c'est un peu ça. Alors, ceci dit, la mère de Proust, la juive, n'est pas la protestante, hein, loin de là. Je pense qu'il n'a jamais été touché, cet enfant, je pense qu'il n'a jamais été caressé, sauf que, quand même, elle lui faisait prendre un bain de purification tous les samedis, qui incluait, Whistler s'en souvient encore dans ses mémoires 50 ans plus tard, alors, je ne sais pas ce qu'elle lui frottait, mais c'est sur les oreilles. En tout cas, il dit qu'elle allait jusqu'à l'intérieur des oreilles, jusque très tard, hein, un bain de purification, et c'était quand même la messe 5 fois par jour, la prière 5 fois par jour, hein, et la messe 3 fois dans le week-end. Donc une éducation serrée. Et tel point d'ailleurs que lorsque la mère débarque, c'est le cas de le dire, parce qu'elle débarque d'un transatlantique des États-Unis à Londres, c'est le branle-bas de combat, le terme est en français de Whistler à Fontaine-la-Tour. Branle-bas de combat, il faut cacher Joe, parce qu'il vit avec Joe et il ne s'agit pas voilà, donc il dit il reprend le terme de purification, il pratique une grande purification de la maison. Et alors, il dit une purification du sol au grenier, voilà, pour accueillir la mère, et il va la chercher à Southampton en ne laissant plus aucune trace du péché, le péché étant de vivre, donc maritalement, parce qu'il n'a jamais épousé Joe. Le tableau de la Vierge mariée, c'est presque une vision d'artiste, c'est l'idéal de la mère, hein, ce serait la blanche épousée, la blanche Vierge épousée, voilà ce qu'elle veut pour son fils. Bon, donc du coup, il va lui acheter un petit à Graham Grove, derrière, à côté de Londres, un petit cottage, comme ça, et elle va devenir l'amie de la famille. Mais il est intéressant de savoir qu'il n'est pas seul à vivre avec Joe, ils font un ménage à 3, avec le gros. Le gros est un peintre qu'on a un peu tous oublié, qui a fait des espèces de scènes pieuses que seuls les historiens d'art étudient encore. En plus, c'est un homme pas très sympathique, qui est venu vivre à Londres pour échapper aux créanciers. On ne sait pas ce qui le rend pas sympathique d'ailleurs, mais il est venu vivre à Londres pour... et il disait avec humour, je suis venu vivre à Londres pour dire que j'ai gagné la bataille de Waterloo. Mais en fait, il échappe aux dettes de son père. C'est pire que ça. Il échappe aux dettes de son père. Et donc, ils vivent tous les trois. Le gros fait partie du cercle des idolâtres de Courbet. De cette mère, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'ils vivent ensemble pendant 17 ans, que Whistler se consacre corps et âme à elle, sauf pendant la crise, où il la quitte, inexplicablement, non? On y viendra. On y viendra. Non, mais c'est peut-être intéressant de raconter un peu l'histoire de cette mère qui quitte les États-Unis pour retrouver son mari, qui construit des chemins de fer en Russie, qui perd un enfant en chemin, un deuxième à l'arrivée, qu'on avait perdu un autre avant, qui se retrouve avec, je veux dire quand même que c'est des choses, il me semble avoir compris que ça vous intéresse quand même, les mères qui perdent leurs enfants en chemin. Oui, en chemin, même si la mortalité infantile faisait partie du tableau de l'époque, j'ai la chance d'avoir mis la main, et c'est rare quand on fait de l'histoire de l'art, hein, sur le cahier intime de Madame Whistler. Journal intime de Madame Whistler, beaucoup de passages en sont cités. Alors,
moi j'ai appris à force de faire de l'histoire que dès qu'on fait des coupes, évidemment, on caviar, on censure, et probablement que le plus intéressant, c'est pas ce que j'ai mis dans le bouquin. Mais en tout cas, on voit l'angoisse d'une mère. Alors, my own beloved Jimmy, l'appelle-t-elle, my own firstborn, son premier-né, c'est son aîné, c'est visiblement un garçon qu'elle adore d'autant plus qu'il échappe 3 fois à la mort, entre 7 et 10 ans, puisqu'il a un rhumatisme articulaire aigu, qui est, vous le savez, une maladie qui ne se soigne pas encore, une maladie de Bouillot, qui ne se soigne pas encore, le traitement va être découvert 80 ans plus tard, et le bacille 20 ans de plus, hein, pour isoler le... Non, c'est l'inverse, le bacille d'abord, et le traitement ensuite, 20 ans de plus. C'est une maladie qui frappe le cœur, qui provoque des rétrécissements mitraux et qui fait qu'elle on voit l'angoisse de la mère, c'est très beau d'ailleurs, à 3 reprises, à deux doigts de perdre son fils. Ce qui est amusant, c'est que, enfin amusant, oui, le seul frère survivant de cette hécatombe de fils, il devient médecin, et il devient médecin de la gorge. ORL, le rhumatisme articulaire aigu étant une maladie qui pénètre par la gorge, vous le savez, qui provoque des inflammations myalgiques, et il a sans cesse des angines à répétition. Et le père, en effet, est ingénieur, non, il est soldat et ingénieur de l'armée américaine à l'époque où les États-Unis sont en guerre. Ils font la guerre contre les États-Unis, contre l'Angleterre, contre le Mexique. Donc il y a une industrie de l'armement qui nécessite des ingénieurs. Hein, à cette époque, à l'enfance de Whistler, il est né en 1934. Petit à petit, la paix se fait, avec le Mexique notamment, et donc du coup, les ingénieurs sont un peu désœuvrés, et donc ils ont la possibilité de basculer dans le civil, et le père se fait ingénieur de chemin de fer. Et il va être un de ceux qui va faire que le territoire américain, et notamment vers le Grand Ouest, se couvre de chemin de fer. Et le tsar de toutes les Russies est à l'époque très preneur, évidemment, d'ingénieurs, et il envoie une délégation qui va chercher des ingénieurs sur le territoire américain, moyennant un très très gros salaire. Il débauche plusieurs ingénieurs américains qui l'amènent à Saint-Pétersbourg. Et le père fait le voyage. Il part le premier, et la mère suit après, et effectivement, elle part avec toute la marmaille. Elle perd 2 fils en route, et un 3e à Saint-Pétersbourg. Notamment, les retrouvailles du père et de la mère sont endeuillées par deux gamins qui sont en plus laissés pour morts en chemin, laissés morts en chemin. Elle ne les rapatriera que lors du chemin retour de Saint-Pétersbourg, où elle va reprendre les cadavres pour les amener aux États-Unis. Donc c'est un voyage qui est extrêmement douloureux. Donc vous imaginez le petit Whistler, il va peindre pas mal de femmes sur des bastingages de bateaux. D'ailleurs, les japonaises, hein, elles peuvent être accoudées, là, c'est la Tamise, mais c'est aussi bien un bateau. Hein. Vous savez que les traversées transatlantiques duraient plus d'1 mois. Moi, je me suis représenté comme ça, ce petit Whistler qui a 9 ans, endeuillé, voyant sa mère endeuillée, et lui-même rapidement malade à Saint-Pétersbourg, dont le climat, vous savez, les miasmes de Saint-Pétersbourg ne lui réussissent pas, et notamment l'hiver. Il y a une très bien fait de me faire parler de la Russie. Parce que vous savez que Whistler, alors là aussi, il faut être psychiatre, psychanalyste et aller chercher dans les coins des faits qui, à l'histoire de l'art, ne semblent pas être des connexions directes, mais qui pour moi sont évidentes. Whistler ne peignait. Alors d'abord, Whistler est le premier peintre au monde à avoir peint la nuit pour la nuit. Il reste à Saint-Pétersbourg. Saint-Pétersbourg, c'est 6 mois de nuit quand même, hein, pour ceux qui y ont voyagé. Il reste à Saint-Pétersbourg de 9 à 14 ans. C'est là qu'il découvre l'art, parce que c'est pas aux États-Unis qu'il verra le moindre tableau, la moindre sculpture, la moindre peinture. Il n'y a pas de musée, il n'y a pas de galerie, il n'y a pas d'expo, il n'y a rien. Et Saint-Pétersbourg, c'est l'arrivée, et c'est la révélation. Il va découvrir les galeries des tsars, puisque le père fait partie de la cour des tsars, et c'est là qu'il devient bilingue, puisqu'on ne parle que le français, et c'est ce qui fait qu'il va pouvoir venir à Paris, apprendre la peinture, pour une autre raison d'ailleurs. Son livre de chevet, c'est les scènes de la vie de Bohême, de Murger, qui est la vie de Courbet. C'est la première Bohême. C'est pour ça qu'il y a quand même une mise en abîme dans ce tribut qui raconte la Bohême de Whistler, après que Whistler a vécu sur les pas, au quartier latin, dans les mêmes lieux, et dans les mêmes cafés, la brasserie Andler, le café Momus, etc., la Bohême de Courbet, une génération, soit 15 ans plus tôt.
Et donc, Whistler apprend ce français. Il y a une très belle lettre de son père qui dit il est très dissipé, hein, Whistler, c'est un petit gars qui a la pêche comme ça, aggravé de ses angoisses de mort, je pense, et des angoisses de mort de la mère pour lui, qui fait qu'il est très vigoureux, il ne cesse de bouger. Elle est d'ailleurs assez désespérée parce que dès qu'il est rétabli de ses angines, il part cavaler et notamment nager dans l'eau de la Neva qui est à 4 degrés. Ça l'affole complètement. Il va patiner avec son frère, il va de l'autre côté de la Neva, puis il revient, il attrape froid, quoi, hein. Mais il ne peut pas lâcher. Moi, j'ai une scène en tête que je me suis fabriquée. Hein, il est malade et pendant sa sœur, hein, la femme en noir, l'autre mère, hein, sa sœur lui offre une bouquin de gravure de Hogarth. Et alors là, on décrit un Whistler, le journal de la mer, du jour au lendemain. Et gravure, je ne sais pas si vous voyez Hogarth, c'est une scène extrêmement complexe, il y a beaucoup de choses à voir. Hein. Et le petit Whistler là, il oublie la maladie, il ne bouge plus, et il faut lui arracher son livre pour aller dormir. Hein. Donc jusque dans cette lumière lugubre et crépusculaire, il va non seulement regarder de l'art, hein, mais se mettre à dessiner. Et on décrit que s'arracher, il peint dans la pénombre. Hein. Il dessine dans la pénombre. Et il fait partie de ces peintres comme Monet qui peint sa femme sur son lit de mort, hein, qui dit pauvre de moi, hein, qui ne peut pas faire autre chose que d'utiliser son crayon. Whistler, c'est ça, hein, il grave. La peinture, c'est plus compliqué. Hein. Il ne touche pas un pinceau, il peut ne pas toucher un pinceau pendant 10 ans, hein, notamment dans sa crise contre Courbet. Hein. Il ne touche plus un pinceau. Mais la gravure, et notamment, il est embauché comme jeune américain à West Point, qui est non seulement la grande école prestigieuse des cadets américains, mais aussi l'école de toute la famille. Le père a fait West Point, le grand-père a fait West Point, l'arrière-grand-père qui a fondé Chicago a fait West Point, le frère a fait West Point, les oncles ont fait West Point. Bon, il fait West Point, et alors à West Point, il est très dissipé. J'ai retrouvé le carnet de notes, et c'est très intéressant parce qu'on voit qu'il se déprime déjà à cette période où il a moins de mauvaises notes quand il se déprime. Et puis dès qu'il est un petit peu plus, on va dire, excité, je ne crois pas qu'il y ait un trouble de l'humeur, hein, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas, mais je pense qu'il passait par des phases où il était quand même très très abattu, ces mauvaises notes. Donc il fume, il boit, il ne se coupe pas les cheveux, enfin il est très dissipé. Et à un moment, il finit par se faire virer, ce qui est un de ses grands traumatismes, hein, c'est de ne pas avoir fait de carrière militaire, même s'il va, avec son espèce de verve et de gouaille, il va s'en vanter, hein, il va même mentir un peu pour des années plus tard, ceux qui n'iront pas vérifier, dire qu'il est un ancien de West Point. C'est pas vrai, il ne sort pas diplômé, hein, de West Point. Mais alors à West Point, on le met à un moment, on ne sait plus quoi faire de lui, on le met dans le département des cartographies. Donc c'est les plaques de cuivre, et le gouvernement américain lui demande de dessiner les plaques de cuivre des côtes américaines pour dresser la cartographie du pays naissant. Hein. Et il ne peut pas s'empêcher. Et il dessine des têtes de bons hommes, de bonnes femmes, des chiens, des chats, sur les paysages, des cartes américaines. Donc là c'est pas possible, il se fait virer parce qu'il détruit le matériel armé, devient un danger pour la sécurité nationale. Et donc il a cette double culture, hein, américaine d'un pays neuf, d'un pays naissant, donc un pionnier, quelqu'un qui va avoir froid aux yeux pour aller de l'avant, qui va très bien s'entendre avec Courbet le révolutionnaire, qui est lui-même un héritier de son grand-père révolutionnaire de l'an 2, qui a coupé la tête au roi. Donc voilà, des révolutionnaires, des démocraties neuves qui veulent l'avènement d'un art nouveau, hein, et en même temps l'héritier d'une très grande tradition d'abord du bilinguisme, hein, qui va façonner Whistler, qui est vraiment un personnage à facettes, et notamment à deux facettes, et puis de la vieille tradition européenne, la Russie, l'enseignement russe, et puis la nuit qu'il découvre là-bas, et qui va le poursuivre toute sa vie, puisque Whistler, c'est en grande partie un peintre de la pénombre. J'aimerais pouvoir vous montrer... Tiens, sans faire de coq à l'âne, ça c'est un empattement courbétien, vous voyez, voilà. Alors que vous voyez ce que donne ensuite le coup de pinceau. À un moment, il s'essaye un peu à Delacroix, là. Et puis, Whistler, ça va être... Bon, donc ça c'est la toile qui a été rabotée. Je ne sais pas si vous voyez à l'endroit du sexe, hein, la toile qui manque de se rompre, là. Et ça va être la manière whistérienne de la dernière manière. Donc vraiment, il a s'éloigné de l'empattement courbétien pour faire quelque chose qui... Vous voyez le grain de la toile, on a dit qu'il a fait de l'aquarelle liquide. Le premier à faire de l'aquarelle d'huile.
ça n'est pas du tout apprécié à son époque, c'est considéré comme vraiment une sous-peinture. Hein. Mais il veut que l'huile imbibe la toile, mais qu'à aucun moment on ne voit justement la matière. Et ça va devenir son obsession. Et ça, c'est pour moi un des contre-pieds qu'il prend à Courbet, c'est que sa haine de Courbet va se traduire par la haine de la matière. Mais j'étais parti pour vous montrer quoi déjà. Voilà, ça c'est, il est mélo, ça c'est son logement, il habitait le quai des Anglais là, à Saint-Pétersbourg, hein, le long de la Neva, et en bas c'est sa maison, la maison qui se choisit à Londres, devant la Tamise. C'est un homme qui n'a jamais choisi d'autre maison que devant l'eau. Alors enfant à Saint-Pétersbourg, c'est pas lui qui choisit, mais on a l'impression que ça le détermine une fois pour toutes, et puis c'est quand même le peintre des étendues liquides, hein, voilà. Donc ça c'est comme ça qu'on connaît Whistler, c'est le peintre de l'étendue liquide, hein, et la Neva n'y est pas pour rien, puisque, je vous dis, il n'arrêtait pas de faire... Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que l'Académie des Beaux-Arts, où sa mère l'inscrit, est exactement pile, Maurice, en face de la maison de la mère, de l'autre côté de la rive, et que la mère lui fait, non pas des coucous, parce qu'ils ne peuvent pas se voir, la Neva est trop grande, mais la mère le voit donc, dans son académie de l'autre côté. Donc ils sont séparés par cette étendue d'eau, et cette étendue d'eau, elle revient sans cesse. Là, c'est Londres ou Venise, après tout, on s'en fiche, peu importe. Ça peut être Saint-Pétersbourg, ça peut être n'importe où, ça peut être même une mer. Hein. Ça peut être la Giudecca à Venise, qui va peindre de la même manière. Quand il va à Venise, il s'installe sur le quai des Esclaves, hein, pour voir toute la largeur de la Giudecca devant lui, sous ses yeux. Il a une attirance, vraiment une fascination de l'enfance pour le liquide. Alors, moi tout à l'heure, je te parlais de son frère parce qu'il y a quand même d'une façon très répétitive dans sa vie cette situation où ils sont deux, enfin ils se débrouillent pour être avec un autre, pour se disputer les faveurs d'une femme. On voit ça dans sa relation, mais c'est peut-être parce qu'on s'éloigne de la crise. Mais on voit ça avec son beau-frère, il casse la gueule de son beau-frère. Le mari de sa sœur. Ensuite, la famille, comment il s'appelle déjà, Leyland. Oui. Oui. Trouve la dame. La femme blanche que je vous ai montrée, de dos, japonisante, là, oui. C'est lui, c'est un musicien de Leyland, et c'est lui qui lui donne l'idée d'appeler nocturne ces tableaux de nuit, harmonie, ces tableaux autres, etc. Enfin bon, ça se termine là aussi par un coup de poing. Alors le beau-frère, il l'envoie quand même dans une vitrine. Il n'est pas taillé comme Courbet, mais il est efficace. Il est grand, il vient de mettre plus d'un mètre 80. Ouais. Et puis ensuite, et puis avec le frère de Ionides, Yes. hein, la fille de Ionides à Londres. Là, bon, il y a quand même chez cet homme une drôle de façon d'aimer les femmes, si jamais il faut toujours y introduire en triangularisation quelqu'un. Alors, c'est très juste. Il pique la femme des autres. Et il leur casse la gueule après. Et il leur casse la gueule après. C'est pas un personnage forcément sympathique. Hein. Raciste. Sa mère la pas drôle, là, c'est une sudiste. Hein. Elle cherche à faire casser un héritage parce que un de ses ancêtres, qui est un aïeul tout à fait progressiste, s'est marié avec une noire, a des enfants carterons, des petits-enfants carterons, dont il fait ses héritiers, et alors là, ça la rend folle, hein, la mère Whistler. Alors c'est pareil, on ne regarde plus de la même manière une femme en noir si on sait qu'elle a été élevée dans une plantation. Hein. C'est un tabou, ça. Hein. Il a fallu que je plonge dans des archives et une thèse tout à fait récente d'un chercheur américain de 2015 pour retrouver les origines sudistes de Whistler, dont, j'ose à peine le dire, je l'ai dit de manière très chantournée parce que je voulais choquer personne. À mon avis, personne ne peut le comprendre, tellement je l'ai caché quelque part comme un secret, un lourd secret. Et puis, à vrai dire, c'est peut-être mes lectures de Faulkner qui m'ont un peu trop fait gamberger, hein. Mais je me suis demandé si lui-même n'avait pas un peu de sang noir, parce qu'on a dit qu'il était basané et qu'il avait le cheveu crépus quand même. Donc, bon, voilà. Ça, c'est le chocolat. On est autorisé à le penser. C'est le chocolat. Mais il n'est pas sympathique.
est Non. très raciste. Et dès qu'il voit un noir, il lui casse la gueule. Ça c'est clair, dans les bateaux notamment. Plusieurs fois, il est pris sur les voies de fait. Il ne supporte pas la vision d'un noir et il lui casse la gueule. Et il y a une très célèbre anecdote avec un homme haïtien exquis qui répond du doux nom de marquis de Marmelade. Alors celui-ci, il se fait casser la gueule parce qu'il est black, et celui qui vient dire c'est pas bien de casser la gueule au black, il se fait aussi casser la gueule. Le mystère, c'était pas... il était extrêmement susceptible, Irritable. il aime pas qu'on critique son travail. Alors bien sûr, ça ne fait pas quelqu'un de très sympathique, mais sur le plan de ce qui vous intéresse, on commence quand même à tourner autour d'un personnage avec un psychisme quand même passablement torturé. Alors il y a deux choses qu'il ne faut absolument pas louper parce que le temps passe évidemment. C'est cette fameuse crise de départ au Chili qui, moi dans mes petites notes, je me dis une histoire de fou. Vous voyez, le type qui commence à avoir du succès et de la même façon que quand Courbet lui dit c'est bien ton boulot, c'est pas mal ça, quoi. Il commence à avoir du succès et il va partir pendant presque un an, dans toute l'année 1866, de janvier à octobre. Il va partir faire un voyage absolument impromptu au Chili, qui est en guerre contre l'Espagne. Et il va là-bas, il abandonne Joe en la faisant exécuteur testamentaire. Légataire universel et exécuteur testamentaire. Parce que ça peut chauffer. Et il revient complètement changé. Et là, il va écrire une lettre à Courbet absolument épouvantable, enfin à Fantin sur Courbet absolument épouvantable. Là, il tue le père, parce que bon, ça n'a pas parlé, mais tout le monde a compris que Courbet c'était une figure paternelle. On a la mère, on a le père. Il perd son père à 9 ans du choléra à Saint-Pétersbourg. Ah, 14 ans du choléra à Saint-Pétersbourg. Petite le tue, comme ça. Donc on est avec cette crise dans une situation effectivement tout à fait invraisemblable. C'est-à-dire que le mec, il a du succès, il peint, il vend, il commence à avoir un peu de pognon. Sa mère est venue le voir. Quand même, il y a un moment qui est à Londres. Il s'est disputé quand même un peu avec son beau-frère parce que celui-ci ne veut plus entendre parler de Joe, vu que la belle-mère est là. Ça, c'est pas vraiment la belle-mère, parce qu'elle n'est pas la mère de sa femme. Alors voilà, je vous ai dit que c'était l'aîné. Vous allez me dire, cette sœur, dans le tableau, oui, c'est une demi-sœur. Le père de Whistler a été veuf et donc a 3 enfants d'un premier mariage, dont cette demi-sœur, mais qui est la dernière et qui grandit avec lui et qui considère comme sa sœur. Il est garçon d'honneur à son mariage. J'y vois une source des filles en blanc aussi. J'ai, grâce à Susanna Corder, directrice du département des textiles de Victorian and Albert Museum, la certitude quasi que, on ne sait pas, mais que la sœur s'est mariée en blanc, parce que la reine Victoria a lancé la grande mode du mariage en blanc, et du coup, la robe blanche de vierge épousée, c'est quelque chose qui compte, et ça me permet de faire un crochet par ce que tu disais, parce que toutes ces femmes que je vous ai montrées, elles ne sont pas du tout à la mode. Hein. La mode... Disons que le blanc, c'est le mariage. Voilà, c'est le mariage. Mais les femmes, voilà les costumes d'époque. Hein. Voilà les costumes d'époque, et c'est le mauve notamment, disant un mot. Oui, non, j'ai choisi des tableaux d'un peintre qui s'appelle François Xavier aussi. Et lui, c'est l'auteur-acteur, et lui, il améliore le sujet. Et il y a la deuxième diapo, ça c'est le livre. Un jour aux États-Unis, je tombe sur ce bouquin, j'ai lu ça, c'est un livre que je vous recommande, prenez des notes. C'est absolument fabuleux, c'est un livre qui raconte la biographie du type qui a inventé la première peinture chimique industrielle. Et alors il cherchait bien sûr toute autre chose en travaillant sur les produits pétroliers. Et il a trouvé ce truc qui était d'une couleur violette, qui selon comment des temps est plus ou moins clair, bien sûr, et ça devient cette couleur mauve. Les femmes ne pouvaient probablement plus être en brun, en écrue, en machin. Les couleurs, en fin de compte, avant les peintures industrielles, c'était des peintures végétales. Et comme ça coûtait très cher, on réussissait à teindre des fils, on faisait des broderies pour avoir de la couleur. Tandis que là, on avait, regardez, des kilomètres. En plus, la mode, c'était bien, il fallait quand même pas mal de tissu. Donc, on va broder tout ça.
Là, on a les violettes impériales, c'est l'impératrice Eugénie. Et en haut à gauche, c'est Victoria. Herself. Herself. Donc, ce qu'il y a de signifiant pour moi, c'est que ces femmes, c'est pour ça que j'ai pris tous ces trucs mauves, là, comme ça, j'en avais pris un dernier que tu l'as pas mis, c'était Ingres, qui avait pour femme la baronne de Betty de Rothschild, aussi en mauve. Donc c'est pour dire que ça n'est pas sans sens de peindre des femmes en blanc, quand le blanc est réservé soit aux petites filles, soit aux mariées. Toutes les autres femmes, à l'époque, sont en mauve. Ou en noir quand elles sont veuves, ou en mauve foncé. Et voilà. Donc ce que je voulais dire, moi, à propos de la couleur et du sens de ces femmes en blanc et de cet homme qui purifie sa maison, qui purifie sa maîtresse, qui purifie épouvantable. Il a écrit tenir avec sa mère. Oui. Et maman, hein, Maurice. Et alors donc, on est là tourné autour de deux choses, en fait. Il ne faut absolument pas qu'on loupe avant qu'on s'en aille. La première, c'est la crise. Je me barre à Valparaiso et j'en reviens complètement changé. Je ne peux plus supporter Courbet. Courbet, c'est l'homme qu'il faut tuer. Il nous a tous pervertis. Cet homme ne sait pas peindre, etc. Alors qu'il idolâtrait jusque peu avant, c'est en 1866 ce déplacement au Chili, et il n'a jamais été aussi ami avec Courbet qu'en 1865, où il passe 3 mois avec lui à Trouville. Je ne suis pas lacanien. Et il y va avec Joe. Donc ils sont à 3. Oui. Ils sont à 3, à Trouville, avec Joe. Et enfin, ce que je veux dire, c'est quand même étonnant. Il a du succès, il est heureux avec Courbet. Et tout à coup, il se tire et il revient, il ne peut plus lire avec personne, il peigne, il invente ce qu'il appelle sa soupe, qui est en fin de compte une espèce de diluat de peinture à l'huile, pour pouvoir peindre aussi mince que possible. C'est après la crise. Hein. C'est après la crise. Mais ce que je dis, c'est qu'il y a avant la crise, où il y a toutes sortes de choses qui vont plutôt bien, et après, il se met à peindre, et il se met à peindre. Il y a des modèles, des gens qui commandaient des portraits qu'ils n'ont d'ailleurs jamais vus. Et les autres, ils ont été obligés de peindre parce qu'ils mettaient jusqu'à 70 fois à peindre le tableau, à l'effacer, à le recommencer. Parce qu'il fallait que tout soit fait d'un jet et surtout en couche mince. Ce que je veux dire, c'est de l'anti-Courbet, ce qu'il fait. Parfaitement. Mais enfin, c'est toujours du Courbet, si c'est anti-Courbet. Question. Et alors donc, il se passe ça. Donc c'est la première chose qu'il ne faut surtout pas éviter, qu'il ne faut pas oblitérer. Et puis le livre s'appelle L'anti-origine du monde. Il faut quand même qu'à un moment ou à un autre, tu nous parles de ce que tu évoques à un moment dans ton livre comme les deux béances historiques, ce qui fait qu'on parlera de l'un après l'autre. Ouais. La première béance historique, c'est l'apparition du tableau L'origine du monde du Courbet au public, c'est-à-dire quelque chose d'assez récent, on va dire. Oui. Et où tout le monde est fasciné par ça. Je veux dire, c'est quand même extraordinaire, cette femme qui est la femme et qui n'a pas de tête. Donc c'est la première béance, selon toi, celle qu'on essaye de nommer. Tout le monde veut que ça soit Jo, mais c'est pas Jo. Voilà. Et ensuite, il y a la deuxième béance historique, et c'est justement ce départ au Chili. Et il fallait bien combler ces vides, et on a rempli le vide de l'un avec le vide de l'autre. Exactement. Voilà. Moi, je trouve qu'on a un très bel exemple de voir comment ça fonctionne l'esprit et comment l'histoire s'écrit. On a deux impensés. On a une biographie de Whistler où il est répété à longueur sur la partie 66, à longueur de page, que ce départ au Chili est unaccountable, c'est-à-dire on ne peut pas en rendre compte, on ne comprend pas pourquoi Whistler est parti au Chili. Vous imaginez, le Chili à l'époque, c'est les antipodes, c'est risquer sa vie, c'est partir en guerre. Alors, bien sûr, vous avez tout de suite déduit qu'il fallait bien qu'il fasse sa guerre, hein, c'est-à-dire qu'il n'a pas été viré de West Point sans dommage. Hein, et qu'il fallait qu'il aille sur un terrain belliqueux pour lui aussi faire sa guerre. Il en est blessé psychiquement, ça, puisque vous savez qu'aujourd'hui, l'armée française reconnaît comme blessure les blessures psychiques au même titre que les blessures physiques. Il revient blessé de guerre. C'est ce qui explique en partie son changement, mais ça n'est pas que, parce qu'il part déjà dans un état particulier. Et puis le deuxième impensé, c'est quand surgit en 93 l'origine du monde sur la scène publique, où
c'est Laurence Descartes qui le raconte, celle qui l'a accroché sur les finesses du musée d'Orsay en prenant la décision avec Henri Loiret, qui dirigeait le musée à l'époque, de le banaliser au maximum, c'est-à-dire de le mettre au milieu des autres Courbet, hein, c'est comme ça que ça s'est fait, mais où ça a été, dixit les deux protagonistes, tout de suite, la folie. Ce tableau a déclenché une folie qui n'a pas cessé d'ailleurs. Ce livre, un énième chapitre d'une histoire sans fin, sur la folie que cette image, et tout ce qu'elle véhicule, et son titre, et tout ce qu'il véhicule, peuvent avoir provoqué. Et donc, cette femme anonyme, il fallait lui trouver un nom, c'était insupportable, on le voit bien, hein, pour le public, pour les historiens, c'était insoutenable que cette femme reste anonyme. Et donc, on a eu, en 65, qui se retrouve à Trouville, on invente une histoire, on suppute, on subodore une histoire de Courbet qui pique sa maîtresse à Whistler. Whistler fou furieux part au Chili et pendant qu'il est parti, Courbet la met à nu et pas l'origine du monde. Ça ne l'a choqué en général personne et certainement pas les auteurs de Wikipédia pendant des années, hein, de dire que c'était le portrait de Joe, qui est une Irlandaise rouge. Quand vous regardez bien l'origine du monde, elle n'a rien de roux. Et j'ai un chapitre parce que j'ai eu des détracteurs qui m'ont dit mais elle peut être rousse de cheveux et noire de pubis. Eh bien non, les études scientifiques, mesdames et messieurs, sur les patrimoines génétiques des phanères de la population caucasienne ont prouvé que si vous avez les cheveux roux, vos poils pubiens le sont aussi. Vous voyez dans quoi un copain proctologue interrogé à ce sujet-là, il s'y connaît, qui a témoigné sous serment qu'il n'avait jamais vu un cubrin chez une femme. Jamais. Moyennant quoi, vous voyez comment l'histoire se fabrique. Hein. On a mis voilà, Alors c'est vrai que l'origine du monde n'est pas en 66. Ça, c'était la coïncidence qui arrangeait tout le monde. C'est-à-dire que l'origine du monde n'est pas l'année où Whistler est au Chili. Alors là, évidemment, ça collait. On expliquait un inexplicable par l'autre. C'est ce que tu as très bien compris en disant qu'un trou... Comment c'est un autre? Ça, la psychiatrie. Il y a un facteur, les facteurs ils sont multiples, ils font la part. Le livre est écrit comme un polar, donc je ne veux pas dévoiler la fin, et je te remercie de ne rien en dire sur pourquoi il est parti au Chili, parce que c'est multiple, évidemment, c'est multiple. Je vous ai déjà donné une raison, c'est pour faire de la guerre. On pourrait s'interroger de savoir pourquoi il fuit sa mère à ce moment-là, mais ce serait déjà trop vous en dire. Une troisième raison, elle est très simple, hein, c'est que si vous considérez les lieux où Whistler a vécu, il a vécu à Londres, avec plusieurs résidences à Londres, il a vécu à Paris, il déménageait à peu près tous les 3 mois à Paris. Il a vécu en Russie, il a vécu en USA, il a eu des villégiatures à la mer ou à la campagne, il a vécu à l'Académie militaire de West Point, et il a vécu à Valparaiso. Et lorsque vous suivez le petit Whistler à la trace, ce que j'ai fait, que vous reconstituez sa biographie jour par jour, comme on le fait quand on travaille sur un travail analytique la chronologie, vous le savez, est indispensable. Hein, il n'y a pas des faits qui s'expliquent si auparavant l'événement n'a pas eu lieu, qu'on incrimine dans la procédure causale. Hein. C'est un gamin qui non seulement ne tient pas en place, mais qui a en plus beaucoup voyagé, puisque vous voyez que du fait même du départ du père en Russie et de sa mort prématurée et du retour aux USA, avant de partir pour Paris en bas en 1956, c'est un gamin qui a déjà qui a vécu une vie de nomade, ce qui a probablement favorisé le fait que partir à l'autre bout du monde, ça ne reprenait pas. Il avait déjà été à Saint-Pétersbourg, hein, il avait déjà traversé un océan, la mer Baltique, perdu 2 frères en route. Donc il y a quelque chose de faire le trajet en sens inverse qui n'est pas complètement absurde et fou. Ce qui fait d'ailleurs que Whistler est non seulement le premier peintre de l'histoire des États-Unis, le premier peintre américain à être entré au Louvre, à l'époque au Louvre, à Orsay, mais aussi le premier peintre voyageur, bien avant Gauguin. C'est le premier peintre voyageur. Et vous voyez que dans les années 55 à 71, il ne cesse il ne tient pas en place. Quoi. Donc le fait qu'il parte à l'autre bout du monde, il y a déjà ça dans les pieds. Quoi. Le temps passe. Il y a une chose que j'aurais aimé
pouvoir aborder, parce que je la trouve particulièrement saisissante, c'est ce tableau de la fileuse de Courbet. On a la jeune bretonne qui est en train de filer sa laine, le chien qui représente sourdement Courbet, et au loin, à peine discernable, la caravelle qui emporte ou qui ramène Whistler. Donc, dans le livre, tu en parles tout à fait bien, mais ça aurait été bien si nous en avions eu le temps, je ne sais pas si nous l'avons ou pas, ou alors il y a quelqu'un qui pose la question. Il y a quand même, on en a beaucoup entendu parler des transferts de Courbet, etc., de cette homosexualité latente de Courbet, cette espèce d'attraction qu'il a, la peinture du sommeil, où on va jusqu'à dire que la brune c'est Courbet et la blonde c'est Joe, l'image de Whistler. Donc ça aurait été intéressant de parler de cette espèce d'envahissement aussi de Whistler par Courbet. Il lui dit tu peins bien, pauvre Istir. Ensuite il lui montre comme il peint bien, pauvre Istir, cette fois-ci beaucoup plus loin. Parce que je veux dire, il y a dans ce trio, même si Joe n'est pas le modèle qui a posé pour l'origine du monde, il y a quand même beaucoup à dire sur la relation du père Courbet, à qui il offre comme modèle la rousse Joe. Whistler offre Joe comme modèle, Absolument. sa femme, oui. Que Courbet, en un tournement, réussit à peindre d'une façon géniale, et Courbet mourra avec ce tableau à côté de lui, en disant qu'il voulait... Ah, il ne le céderait pour rien au monde. Et il le peint 4 fois, tellement il l'aime. À partir du tableau original, il en fait 4 reproductions à l'identique. C'est quand même tout à fait surprenant, la relation qu'il y a entre ces trois-là. Mais je pense qu'une fois qu'on a abordé ça, il faut donner la parole aux autres. Absolument. Je conclurai moi en disant le plaisir absolument fou que j'ai eu à lire, alors épaisse par contraste après Ahmed Farsi Trilby, mais ce livre est absolument génial, il se dévore, c'est un livre policier, en plus de ça on va de chez c'est des courts chapitres, il y a une iconographie, ça, je ne sais pas comment on se débrouille financièrement pour payer le copyright. J'ai entendu Maurice, moi, des difficultés qu'il a pour avoir une photo pour faire une couverture. En fait, ce livre est un livre d'art. C'est-à-dire que pour les livres qu'on achète quand on va avoir des expositions, tout ça, on a tous les mystères qui comptent, on va dire. C'est mieux qu'un livre d'art parce qu'en plus de ça, c'est amusant, c'est vivant, c'est piquant, c'est cursif. Enfin, vous l'entendez parler, c'est écrit pareil. Voilà. Bravo, messieurs.